Donc, à travers ce cours médiatisé, nous allons voir les théories d'apprentissage. On commence par l'introduction. Il est essentiel pour l'enseignant d'apprendre en profondeur les différentes théories d'apprentissage pour, premièrement, comprendre quelles pratiques d'enseignement il adopte avec les apprenants en classe. Deuxièmement, être conscient de ses interventions enseignantes. Troisièmement, prendre de la distance et réguler sa démarche. Et quatrièmement, trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Nous allons commencer par la pédagogie de la transmission. La pédagogie de la transmission, ou bien la pédagogie transmissive. Le rôle de l'enseignant, c'est tout simplement la transmission d'un savoir sous forme d'un discours énoncé clairement. Le rôle de l'élève devrait comprendre l'information qui lui était transmise. Il apprend, il l'apprend, il la reproduit. Les forces de ce courant et cette pédagogie, elle est rapide. Pourquoi faire compliquer les choses alors que c'est très simple? Le maître qui détient le savoir énonce les informations et les apprenants la comprennent. Donc les limites de ce courant, pour être capable de comprendre le discours de l'enseignant, il faut que l'apprenant possède des connaissances assez riches sur le thème. Il faut que l'apprenant ait les mêmes habiletés cognitives que son maître. Il faut que l'apprenant ait la même façon de comprendre que son enseignant. Ainsi, ce n'est pas tous les élèves qui possèdent ces compétences pour pouvoir comprendre ce que dit le maître. Les résultats, donc c'est certains disciples ou bien certains élèves seulement qui peuvent réussir dans ce contexte. Ce courant existe toujours, on l'utilise dans les cours magistraux et la présentation d'un exposé. Maintenant, nous allons voir le courant behavioriste, ou bien le behaviorisme. Ce courant est connu par la formule stimulus-réponse. Dans ce courant, l'enseignant cherche à modifier le comportement de son apprenant par un stimulus. Donc l'enseignant met l'apprenant dans une situation dans laquelle l'élève sera face à un stimulus et il produira la réponse à laquelle l'enseignant lui donne un renforcement positif ou négatif. Le rôle de l'enseignant dans ce contexte est de préparer le plan d'apprentissage en découpant la tâche en petites sous-tâches et aide l'élève à traverser les différentes étapes pour qu'il ait apprentissage. Le rôle de l'élève dans ce contexte est de réagir au stimulus par une réponse. Si le renforcement qu'il reçoit de la part de l'enseignant est positif, l'apprenant reproduit ce comportement, ou bien cette réponse. Et si le renforcement est négatif, il va éviter de reproduire ce comportement. Les forces de ce courant est la formulation des objectifs d'apprentissage. Ce courant est très efficace pour les procédures. Donc cette démarche est excellente dans les exercices structuraux de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison et d'orthographe. Exemple, lorsque l'enseignant demande à l'élève de donner un synonyme, lorsqu'il demande à l'élève de souligner un sujet, un verbe, d'accorder le verbe avec son sujet, accorder le participe passé, conjugué avec être ou avec avoir. Donc, ces exercices successifs et systématiques créent chez l'apprenant des automatismes et développent
des routines. Un autre point fort de ce courant, c'est le renforcement positif. Lorsque l'apprenant donne une réponse juste, donc il reçoit un renforcement positif de l'enseignant. Ce renforcement crée une motivation chez l'apprenant. Un autre point fort de ce courant, c'est on a conservé le behaviorisme, l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Les limites de ce courant est l'incapacité de développer une compétence chez l'apprenant. La mise en œuvre de ce courant en classe aide l'apprenant à développer seulement des procédures ou bien des savoir-faire, mais n'est pas efficace dans le développement des compétences. Une autre limite, les concepteurs de ce courant considèrent qu'il est impossible de connaître ce qui se passe dans la boîte noire de l'apprenant. Ainsi, le behaviorisme ne s'intéresse pas au processus et aux stratégies mises en œuvre par l'élève pour apprendre. Une autre limite pour le behaviorisme, l'erreur est une absence d'apprentissage ou bien elle est un échec de l'enseignant dans la planification et le découpage de la tâche en sous-tâches. Ce courant est appliqué dans les exercices structuraux de la consolidation. Maintenant, on va voir le courant cognitiviste. L'évolution la plus remarquable a été le passage de l'approche behavioriste de l'apprentissage à l'approche cognitive de l'apprentissage. Étant donné que le behaviorisme ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant et que l'erreur est une source d'échec, alors les cognitivistes vont s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Leur objet d'étude est de comprendre comment l'apprenant traite l'information et l'intègre dans sa mémoire à long terme, la retient et la récupère. Donc c'est eux, c'est-à-dire les cognitivistes, qui ont mis en évidence le fonctionnement de la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, plus l'organisation des connaissances sous forme de réseaux sémantiques. Pour les cognitivistes, apprendre, c'est traiter la nouvelle information, c'est-à-dire l'apprenant, il va traiter l'information en se servant de ses connaissances antérieures ou bien de ses connaissances préalables. Puis, il va intégrer la nouvelle connaissance dans sa mémoire à long terme. C'est donc eux les premiers à croire que l'apprenant, quand il arrive à l'école, n'a pas la tête vide, mais il a déjà des connaissances préalables dont l'enseignant doit tenir compte, car c'est grâce à ces connaissances que l'apprenant puisse traiter et ajouter les nouvelles connaissances que l'enseignant veut lui apprendre. Les cognitivistes s'intéressent beaucoup à l'existence des connaissances antérieures chez l'apprenant avant de commencer un enseignement. Le rôle de l'enseignant dans ce modèle, c'est d'aider l'apprenant à construire et à organiser ses connaissances. Donc l'enseignant va intervenir sur la structure cognitive de l'apprenant en activant ses connaissances antérieures. C'est pour cette raison qu'on trouve l'idée d'exploiter les réseaux de concepts déjà existants. Le rôle de l'élève dans le cognitivisme, c'est de traiter l'information en se servant de ses connaissances antérieures. Donc, l'élève, il est actif sur le plan cognitif. Il s'engage consciemment dans le traitement des informations. Les forces de ce courant, c'est l'activation ou bien la stimulation des connaissances antérieures, le traitement de l'information et la relation entre deux types de mémoire. La mémoire épisodique, c'est-à-dire ce que peut vivre l'élève dans sa vie quotidienne, et la mémoire sémantique, c'est le contenu scolaire.
Une deuxième force de ce courant, c'est l'organisation des connaissances sous forme de réseaux sémantiques dans la mémoire à long terme. Un autre point fort, l'apprenant est conscient de la façon dont il construit ses connaissances. Il réfléchit à la façon dont il les organise. Maintenant, les limites de ce courant. Les cognitivistes se sont beaucoup focalisés sur l'activation et l'organisation des connaissances, mais ils n'ont pas pris en compte la situation dans laquelle ces connaissances doivent être utilisées. C'est-à-dire, ils ont oublié le contexte ou bien la situation d'apprentissage. Donc, il y a un problème de transfert de ces connaissances dans une autre situation inédite. Donc, ce courant, mais il faut garder que ce courant est le premier à mentionner que l'apprenant n'a pas la tête vide, mais qu'il vient à l'école avec des connaissances antérieures. Le cognitivisme maintenant, le constructivisme, pardon. Pour Piaget, le développement cognitif est fait de stades successifs liés à l'âge. Autrement dit, l'apprenant doit atteindre un certain âge pour apprendre certaines connaissances. Donc, plus l'âge progresse, plus l'apprenant est capable d'abstraction ou bien de connaissances abstraites. C'est-à-dire, lorsqu'il il grandit, il est capable d'apprendre les connaissances abstraites. Donc, le contraire, plus on est jeune, on a besoin du concret. Chez les constructivistes, l'apprentissage est une construction personnelle, puisque l'apprenant est actif sur le plan cognitif. L'apprenant est mis dans une situation réelle d'apprentissage dans laquelle il va manipuler l'information et élaborer sa propre construction. Donc l'enseignant doit mettre en place des situations d'apprentissage où l'apprenant va être actif, manipule de façon concrète ou abstraite l'information. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de penser à des situations d'apprentissage qui ressemblent beaucoup à ce que vit l'apprenant dans sa vie quotidienne. Dans ce cas, même si l'apprenant ne possède pas des connaissances antérieures sur un thème, mais grâce à cette situation d'apprentissage qui représente la vie courante, l'enseignant peut exploiter certaines informations que possède l'apprenant pour l'aider à élaborer une construction temporaire sur laquelle il va pouvoir intervenir par la suite, c'est-à-dire aider l'apprenant à construire ses connaissances. Le rôle de l'élève dans ce contexte est il est actif sur le plan cognitif, dans les situations d'apprentissage. Il va confronter une situation problème qui va provoquer chez lui un déséquilibre inconfortable. Il doit surmonter cette difficulté et résoudre ce problème. L'une des forces de ce courant est l'importance de l'erreur. Les constructivistes considèrent l'erreur comme une source d'information. Elle renseigne sur l'état de l'acquisition des apprentissages de l'apprenant. Elle renseigne où il est parvenu l'apprenant dans son développement cognitif. Donc l'erreur, elle est très importante pour l'enseignant et pour l'apprenant. Elle n'est pas vue comme étant quelque chose de honteux ou quelque chose qu'on doit éviter. L'erreur va devenir quelque chose qu'on doit comprendre et sur laquelle on va pouvoir dorénavant construire les apprentissages. Les pistes d'intervention issues de ce courant sont les situations d'apprentissage complexes, guider les élèves sans faciliter les difficultés, en les questionnant et en les relançant dans l'exécution de ces tâches. Maintenant, les limites de ce courant. La conception de ce courant, elle est figée.
puisque l'apprenant doit atteindre un certain âge pour apprendre certaines connaissances abstraites. Donc, le développement cognitif est fait de stades successifs liés. Doit se développer d'abord sur le plan biologique, c'est-à-dire l'âge, pour être capable d'apprendre des nouvelles connaissances abstraites. Maintenant, on va voir le socio-cognitivisme ou bien le courant socio-cognitiviste. Le père de ce courant est Vygotsky. Chez Vygotsky, non seulement qu'il y ait une construction chez l'apprenant, mais il ajoute que cette construction, elle se fait dans un contexte social, c'est-à-dire à l'aide d'un expert. Cet expert peut être l'enseignant, un parent, un apprenant expert, une personne qui n'est pas novice. Autrement dit, grâce à l'échange et au langage, l'apprenant est capable de construire des connaissances beaucoup plus élaborées que celles qu'il pourrait les construire tout seul. Donc, dans ce contexte, les apprenants interagissent, ils échangent leur compréhension, leurs connaissances, leurs stratégies, et ils arrivent à un consensus ou à une remise en question de certaines procédures. Et chacun aurait construit sa propre conception. Chez les socioconstructivistes, le développement cognitif n'est pas figé comme chez Piaget, où il y avait des stades associés à l'âge. Chez les socioconstructivistes, si un élève ne pourra pas atteindre un apprentissage tout seul, il pourrait l'atteindre aisément grâce à l'étayage de l'expert, car l'apprentissage n'est pas associé à l'âge. Le langage est donc un élément très important chez les sociocognitivistes, car il permet de développer la pensée et de perfectionner l'apprentissage. Le rôle de l'enseignant dans ce courant, c'est de mettre à la disposition de l'apprenant des situations dans lesquelles les échanges vont être riches et dans lesquelles l'enseignant doit animer les échanges sans les couper par des affirmations. Il va laisser les élèves interagissent, il interviendra plus tard lorsqu'il y a des nuances ou des incompréhensions chez les apprenants. Donc l'élève, il construit ses connaissances dans un contexte social avec ses pairs. L'une des forces de ce courant, c'est l'étayage ou bien l'accompagnement. Mais c'est aussi l'erreur qui est une source d'apprentissage pour l'enseignant et pour l'apprenant. Une autre force de ce courant est la zone proximale de développement. J'explique, cela veut dire que en pratique, l'enseignant ne peut pas brûler les étapes. Donc chaque nouvelle acquisition est rendue possible par des acquisitions antérieures. Dans les termes de Vygotsky, l'acquisition visée par l'apprentissage doit se situer dans la zone proximale de développement de l'élève. Maintenant, les pistes d'intervention issues de ce courant sont des situations complexes dans lesquelles on va prévoir des moments d'échange et d'interaction et de réflexion. Pour Vygotsky, c'est le contraire, tout à fait le contraire de Piaget. Piaget, on a vu que le développement, il précède l'apprentissage, alors que chez Vygotsky, l'apprentissage précède le développement. C'est-à-dire l'apprenant, il peut apprendre des nouvelles connaissances grâce à un contexte social et à ce moment-là, il développe ainsi ses connaissances. Maintenant, pour résumer, on va dire que pour le premier courant, l'apprenant, il va apprendre, c'est l'apprenant, il va comprendre l'information. Pour le deuxième courant, l'apprenant, il change son comportement. Pour le troisième courant, l'apprenant traite l'information
Pour le quatrième courant, l'apprenant il va construire des connaissances. Dans le cinquième courant, l'apprenant il construit des connaissances avec l'aide d'un expert. Cet expert, il peut être, on a dit, l'enseignant ou bien les parents ou bien un élève. Donc cet aperçu nous permet de connaître les forces et les limites de chaque courant. Je vous donne un exemple. Si on adopte un enseignement transmissif en classe, on aura sûrement des problèmes de transfert. Alors on doit épuiser, chercher dans les différents courants pour bien exploiter les forces d'apprentissage et maximiser les situations dans lesquelles on met nos apprenants. Donc, je termine avec cette question de réflexion. Comment peut-on mettre en application tous ces courants dans les activités d'apprentissage? Vous pouvez avoir une idée sur les activités d'apprentissage en consultant des activités qui se trouvent sur YouTube en écrivant Zoubir Chabi. Je vous remercie pour votre attention.